there will be some people who might question whether you're the right person to lead this project and its efforts to end homelessness. How would you respond to that? I think Je me souviens encore parfaitement de ce que j'ai ressenti en apprenant que le prince William allait prendre la parole pour une déclaration officielle. Non pas par l'intermédiaire de conseillers ni de sources proches du palais, mais directement de sa propre bouche. Ce fut un moment qui fit frissonner tout le royaume et en observant le déroulement des événements, je compris que j'assistais à un bouleversement des fondements même de la monarchie moderne. Le silence qui depuis des années formait un rempart protecteur autour de la famille royale vola en éclats en une seule matinée, calmement, délibérément et avec une brutalité qui résonna jusque dans les murs de Buckingham Palace. Je sentais que ces mots n'étaient pas une réaction impulsive. C'était une décision mûrement réfléchie, une ligne enfin tracée après des années de patience et de retenue. Quand William a déclaré qu'aucun membre de sa famille n'avait jamais harcelé Meghan Markle, j'ai immédiatement perçu la gravité de ses propos. Non pas qu'il s'agisse d'une défense, mais d'une accusation directe sans détour, et totalement déconnectée de la diplomatie discrète que la famille royale s'était toujours efforcée de maintenir. J'imaginais les conseillers figés, les journalistes se précipitant pour prendre leur stylo et même les plus fins connaisseurs de la monarchie admettant n'avoir jamais entendu William tenir un tel discours. En l'écoutant, j'ai compris que cette déclaration n'avait pas pour but d'ouvrir un débat mais de clore un chapitre. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que ces paroles étaient dénuées d'émotion. Ni colère, ni désespoir, ni frustration. C'est précisément ce contrôle quasi-chirurgical qui révélait à quel point ce problème était déjà profondément enraciné au sein de la famille royale. Des années d'accusations, d'interviews, de podcasts et de moments dramatiques sur Netflix s'étaient accumulés comme une pression incessante sur les épaules de William, et maintenant, pour la première fois, il semblait dire « ça suffit ». En l'observant, j'ai senti l'équilibre se modifier non seulement entre lui et Meghan, mais aussi au sein de toute la dynamique du pouvoir chez les Windsor. Quelque chose de fondamental avait changé. La phrase qui a glacé l'atmosphère n'était même pas la défense directe de Catherine. C'était la révélation de l'existence de preuves de placement médiatique payant destinées à nuire à sa réputation. À cet instant, j'ai compris que William ne se contentait pas de réagir aux attaques. Il déterrait un dossier qu'ils avaient espéré pendant des années ne jamais avoir à divulguer publiquement. Je me suis demandé combien de temps faut-il supporter de telles accusations avant de décider de se protéger. Cette question m'a obsédé pendant toute la durée de sa déclaration. Lorsque William a ensuite mentionné Sarah Ferguson, j'ai senti l'atmosphère se tendre encore davantage. L'implication de Fergie, une figure dont les relations avec la famille royale ont été tumultueuses, dans les tentatives de Meghan de discréditer Catherine, donnait à la situation une tournure presque shakespearienne. Je me suis demandé quelle conversation, quelle frustration, quel moment de vulnérabilité avaient conduit à la résurgence de vieux ressentiments et à l'émergence de nouveaux conflits. Et surtout, à quel point la déception de William devait-elle être profonde pour prononcer un tel nom publiquement. Mais le point de rupture, non seulement pour la monarchie, mais aussi pour moi en tant qu'observatrice, a été atteint lorsque William a évoqué son frère. En une seule phrase, des années de prudence publique se sont évanouies. L'annonce qu'il ne répondrait plus aux questions concernant Harry, ni ne commenterait ses déclarations publiques, a été vécue comme une porte qui se referme brutalement. En l'écoutant, j'ai compris que cette prise de distance n'était pas un geste impulsif. C'était une décision qui ne se prend que lorsqu'on ne peut plus se permettre de rester à la merci des agissements d'autrui. Quand il a déclaré que la couronne ne pouvait pas être entraînée dans toutes les tempêtes, j'ai compris qu'il s'adressait non seulement à Harry et Meghan, mais aussi au monde entier. Un avertissement, la monarchie ne serait plus le jouet des drames médiatiques et des récits personnels. Ces mots traduisaient non seulement de la frustration, mais aussi une nouvelle stratégie. Une monarchie qui ne se contente plus de réagir, mais qui enfin façonne son propre récit. Ce qui m'a le plus frappé, c'est son attitude envers Archie et Lilibet. Pas de ton politique, pas de jargon institutionnel, mais l'écho de quelqu'un qui lui aussi avait été pris dans la tourmente médiatique de sa jeunesse. Son inquiétude semblait sincère, presque douloureusement personnelle. Je me suis alors demandé, et si dans cette lutte, il ne s'agissait pas plutôt d'une question de réputation, mais de la peur de voir l'histoire se répéter ? Lorsque le hashtag I'll Stand With William est devenu viral en quelques heures et que les sondages d'opinion ont basculé de façon spectaculaire, j'ai eu le sentiment d'assister à un moment bien plus important qu'un simple conflit familial. Il s'agissait d'un tournant historique, d'un repositionnement du pouvoir des responsabilités et des limites personnelles au sein de l'une des institutions les plus scrutées au monde. Et tandis que le monde entier débattait, je savais que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus profond. Car chaque décision, chaque déclaration, chaque silence de ces dernières années se révélait désormais avoir fait partie d'une stratégie savamment orchestrée. Une stratégie que William avait finalement franchie. Question ouverte. Jusqu'où une institution peut-elle aller pour se protéger avant de perdre inévitablement son humanité ?
Je repense souvent au moment où j'ai entendu parler pour la première fois de ce document secret qui a acquis le statut quasi mythique de mandat d'automne au sein du palais. Ce n'était qu'une rumeur qui paraissait d'abord presque incroyable, comme un simple murmure dans le labyrinthe séculaire des intrigues de cour. Mais lorsque j'en ai eu la confirmation, j'ai compris que ce mandat constituait le fondement d'un discret changement de pouvoir qui couvait depuis des années. Tandis que le monde extérieur se focalisait sur les drames publics, les interviews, les reportages Netflix et les gros titres, une opération bien plus stratégique se déroulait à huis clos. Une opération qui m'a fait prendre conscience des extrémités auxquelles la monarchie était prête à aller pour se protéger. Le roi Charles, toujours en quête d'équilibre entre tradition et modernité, s'était longtemps efforcé de préserver l'unité familiale par une diplomatie discrète. Mais sa santé commença à décliner et chaque nouveau scandale, chaque fuite d'emails, chaque accusation publique révélait que l'ancien système de gestion de crise mené dans le silence ne fonctionnait plus. Lorsque j'appris qu'il avait discrètement signé un décret conférant à William et Catherine la pleine autorité en matière de communication de crise, je compris immédiatement qu'un tournant historique avait été atteint. Il ne s'agissait pas seulement des médias. Il s'agissait des rapports de force au sein même de la dynastie. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la manière dont Charles a géré la situation avec discrétion, presque solennellement, comme s'il pressentait que des changements de pouvoir flagrants au sein de la famille royale ne feraient qu'attiser les tensions. L'appellation « mandat d'automne » semblait presque poétique, mais en réalité, elle symbolisait une dure réalité. Je me suis demandé ce que Charles avait ressenti en signant ce document, de la tristesse, du regret, ou peut-être du soulagement à l'idée de confier enfin le pouvoir à ceux qui allaient façonner l'avenir. Car en faisant de William le porte-parole officiel de la famille royale, il a placé le poids de la monarchie entièrement sur les épaules de son fils aîné. Catherine, quant à elle, s'est vue confier un rôle qui paraissait moins visible sur le papier, mais qui était à mes yeux bien plus important. Elle était chargée de façonner l'histoire de la monarchie dans son ensemble. Une tâche qui ne pouvait être confiée à n'importe qui. Cela signifiait qu'elle bénéficiait non seulement de la confiance de Charles, mais aussi de sa reconnaissance de ses qualités morales, empathiques et stratégiques indispensables pour protéger une institution mondiale à l'ère du numérique et des récits émotionnels. En réfléchissant à tout cela, j'ai compris que le mandat d'automne était bien plus qu'un simple document interne. C'était la reconnaissance de l'échec des anciennes stratégies de communication des Windsor. Pendant des années, leur devise avait été « ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer ». Mais avec la rapidité des réseaux sociaux, le pouvoir d'Hollywood et le cycle incessant de consommation d'informations axées sur la réalité, cette stratégie perdait du terrain chaque jour davantage. Je le voyais se produire, la monarchie ne pouvait plus compter sur le silence comme bouclier, car le silence était devenu la nouvelle arme de ceux qui voulaient écrire leur propre histoire en dehors du palais. Je me suis demandé comment William et Catherine avaient réagi lorsqu'on leur a confié l'entière responsabilité. Était-ce accablant libérateur selon une source à la cour, en qui j'ai toute confiance depuis des années? Catherine, assise tranquillement à son bureau ce soir-là, a ouvert son carnet et a écrit une seule phrase. « On protège en étant honnête ». Cette phrase m'est restée en mémoire car elle résumait parfaitement cette nouvelle étape, ne plus réagir sur la défensive, mais définir proactivement ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. William, en revanche, embrassa son rôle avec un sérieux que je ne lui avais jamais vu. Je me souviens qu'on m'avait raconté que la veille de sa déclaration, il était resté longtemps dans la galerie de peinture, contemplant les portraits des anciens rois et reines, comme s'il cherchait des réponses dans des visages qui avaient affronté leur propre crise des siècles auparavant. Peut-être essayait-il de comprendre comment on porte le poids d'une nation tout en s'efforçant de protéger une famille qui semble se désagréger lentement. Lorsque j'ai découvert que le mandat confiait également à Catherine la responsabilité de gérer la crise liée à la nouvelle implication de Meghan dans les discussions sur Epstein, j'ai compris que ce document n'était pas seulement une manœuvre stratégique, mais aussi une limite morale. Le palais ne pouvait permettre que des récits extérieurs non vérifiés compromettent à nouveau sa stabilité interne. Ainsi, le mandat d'automne est devenu le tournant qui a permis de clarifier la situation et a finalement conduit à la déclaration ferme et sans équivoque de William. Ce qui m'a le plus préoccupé lors de cette révélation, c'est cette question: qu'advient-il d'une famille lorsqu'elle est contrainte de choisir entre les liens du sang et la survie de son institution? Jusqu'où une dynastie peut-elle endurer avant de devoir sacrifier l'humanité de ses membres? Au fil de mes recherches et de la collecte de nouvelles informations, j'ai compris que ces questions n'avaient pas de réponse simple. Mais une chose était sûre, après le mandat d'automne, la monarchie ne serait plus jamais la même. Je me souviens très bien de la pression qui s'est installée au palais, une pression presque palpable.
Tout a commencé subtilement par de simples rumeurs de messages divulgués il y a des années, mais cela a rapidement dégénéré en un véritable coup de tonnerre qui a secoué la monarchie de fond en comble. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la rupture entre William, Meghan et Harry ne résultait pas d'un seul événement explosif, mais d'une lente et insidieuse accumulation de malentendus, de manœuvres médiatiques stratégiques et de silences pesants jusqu'à devenir insupportable. En observant la situation, il m'est apparu clairement que cette escalade n'était pas seulement inévitable. Elle se préparait depuis des années à l'insu du public. La première véritable fissure dans les fondations est apparue lorsque les messages écrits par Meghan entre 2021 et 2023 ont fuité. Apprendre que ces messages laissaient entendre que le roi Charles avait délibérément favorisé Catherine pour éclipser Meghan n'a été comme une mélodie familière qui s'est soudainement désaccordée. La monarchie repose sur le symbolisme, sur des rôles précisément définis et rarement remis en question. Or, il s'agissait là d'une accusation qui remettait en cause non seulement l'institution, mais aussi les intentions mêmes du roi. J'ai remarqué que les conseillers se montraient de plus en plus prudents, comme s'ils cherchaient à minimiser la portée de leurs paroles. Ce qui m'a encore plus frappé, c'est la mention de conseillers médias américains et l'éventuelle implication de Netflix. Lorsqu'il est devenu évident que l'équipe de Meghan avait des contacts avec des personnes ayant déjà travaillé sur ces documentaires, j'ai commencé à me demander quelle part de son histoire était spontanée et quelle part était soigneusement mise en scène. Ce simple message, « Si Charles ne me protège pas, alors l'histoire me protégera », a résonné comme une clé ouvrant soudainement de nombreuses serrures. Cela révélait une stratégie, un chemin délibérément choisi, parallèle à son renoncement à la monarchie, mais qui ne l'a jamais véritablement affranchi de son pouvoir. Le moment qui a véritablement fait basculer la situation, cependant, fut lorsque j'ai entendu la réaction de William face à Harry. Le silence de Harry pouvait paraître neutre aux yeux du monde extérieur, mais à l'intérieur du palais, il était assourdissant. William l'aurait assuré savoir que les accusations étaient fausses, qu'il connaissait la véritable nature des agissements de Catherine. Et puis j'ai entendu cette phrase qui me hante encore, « Parce que dire la vérité signifie tout perdre ». Ces mots furent comme une cicatrice soudainement rouverte. À présent, il n'était plus question de loyauté institutionnelle, mais de survie personnelle. Et cette contradiction a creusé un fossé plus profond que jamais entre les frères. Ce que j'ai surtout ressenti durant cette période, c'est que le palais prenait conscience lentement, mais sûrement que Meghan n'était plus une simple contestataire, mais une stratégie de communication à part entière. Elle était devenue une force, ne se contentant plus de réagir aux événements, mais s'efforçant activement de réécrire le récit autour de la monarchie. Il est devenu douloureusement évident que chaque silence du palais était perçu comme une invitation à une autre voix. Chaque refus de répondre donnait lieu à des spéculations, des interprétations et de nouvelles tensions que la cour peinait à contenir. C'est pourquoi j'ai compris pourquoi le mandat d'automne a été activé à ce moment précis. Les messages divulgués, la pression médiatique croissante et le silence persistant de Harry ont créé une situation explosive. Lorsque William a finalement pris la parole, on avait l'impression qu'il parlait non seulement au nom de l'institution, mais aussi au nom de plusieurs années de frustration, de déception et de souffrance inexprimée. Je sentais l'atmosphère à la cour royale comme si le souffle était retenu, si William parlait, ce serait définitif. Plus d'ambiguïté, plus de distraction polie, plus de stoïcisme royal. La crise atteignit son paroxysme lorsque le palais déclara officiellement que Meghan représentait une menace pour la communication de la couronne. Je me souviens encore de ces mots qui m'ont donné la chair de poule. Non pas qu'ils paraissaient exagérés, bien au contraire. C'était comme si une réalité longtemps restée dans l'ombre était enfin mise au jour. La famille royale avait tenté de maintenir la paix pendant des années, mais il était désormais évident que cette paix n'était qu'une illusion, tant qu'une partie repoussait sans cesse les limites. Le plus douloureux cependant fut l'implication des enfants Archie et Lilibet. Lorsque William a insisté sur le fait qu'il ne devait jamais être instrumentalisé dans une guerre médiatique, j'ai perçu un écho de son propre traumatisme d'enfance. Je n'ai pu m'empêcher de penser à la façon dont l'attention du public peut déchirer une famille lorsque ses membres les plus vulnérables se retrouvent sous les feux des projecteurs. À cet instant, j'ai compris que la décision de William n'était pas seulement politique, mais aussi profondément personnelle, peut-être même nécessaire. Et puis au milieu de cette escalade des tensions et des révélations, une question me taraudait. Comment sauver une famille quand la vérité elle-même est devenue une arme? Cette question résonne encore en moi car à mesure que le fossé se creusait, il devenait de plus en plus évident que la bataille ne portait plus depuis longtemps sur la réputation ou le pouvoir, mais sur l'identité, la responsabilité et une souffrance accumulée depuis des années. Je savais qu'il y aurait des réactions, mais je n'avais pas anticipé la rapidité, le calcul et la minutie avec lesquels la contre-attaque de Meghan se déroulerait. À peine 20 heures, sonnèrent-elles à Los Angeles que la première vague commençait à défaire les fuites dans les magazines People Citation soigneusement placés de spécialistes de Meghan et allusions subtiles à des traumatismes, à l'insécurité et à l'injustice. En analysant ces schémas,
J'ai immédiatement reconnu la structure d'une campagne médiatique bâtie non pas sur des émotions spontanées, mais sur des mois de préparation. J'avais l'impression d'être face à un échiquier où chaque coup avait été prédéterminé des semaines à l'avance. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la parfaite adéquation de cette stratégie avec les dynamiques d'Hollywood, un monde où les histoires ne sont pas simplement racontées mais façonnées pour captiver l'attention. Le timing, le ton, les plateformes, tout était minutieusement calibré pour un impact maximal. Aucune vidéo n'a été diffusée, aucune interview accordée, aucune confrontation directe. Au lieu de cela, on a opté pour un lancement en douceur, une méthode destinée à susciter la sympathie sans risque de contradiction. J'ai vu le récit se construire lentement mais sûrement. Meghan, cette femme qui avait toujours gardé le silence par politesse, désormais contrainte, avec dignité et discrétion, de prendre enfin la parole. Mais ce qui m'a encore plus intrigué, c'est à quel point cette contre-attaque reposait sur un ressort subtil et pourtant puissant, la maternité. L'attention s'est presque immédiatement détournée de la déclaration de William pour se concentrer sur la question de savoir si Meghan n'était pas simplement une mère cherchant à protéger ses enfants. C'était d'une simplicité géniale, un récit que personne n'ose critiquer car il touche à un instinct universel. J'ai vu les médias du monde entier mettre l'accent sur son lien avec Archie et Lilibet, et comment de ce fait, le débat sur la responsabilité et la manipulation s'est aussitôt estompé. Pourtant, je n'arrêtais pas de me demander quelle part de tout cela relevait d'un sentiment sincère et quelle part d'une nécessité stratégique. En coulisses, il est vite devenu évident que l'équipe de relations publiques de Meghan était à pied d'œuvre. Des sources bien informées m'ont confié qu'une liste soigneusement préparée de messages circulait des remarques sur une prétendue négligence affective, une vulnérabilité supposée pendant sa grossesse et des conversations qui, selon ces mêmes sources, n'avaient jamais eu lieu au sein du palais. Chaque suggestion était suffisamment vague pour être juridiquement incontestable, mais suffisamment convaincante pour semer le doute dans l'esprit du public. Et c'était précisément ce dont cette stratégie avait besoin. Alors que l'entourage de Meghan inondait les médias de messages d'empathie, le palais œuvrait à une toute autre cause, passer à l'action. Lorsque j'ai appris qu'un document intitulé « Ordonnance W17 » avait été transmis au conseil privé, j'ai compris que la limite avait été franchie. Il ne s'agissait plus d'un avertissement symbolique, c'était une question de procédure, de légalité, voire d'action quasi constitutionnelle. La demande de déchoir Harry et Meghan de leur titre a marqué un tournant. L'institution elle-même a riposté non plus par des paroles, mais par la force de son pouvoir. J'ai mesuré toute la gravité de cette décision en y réfléchissant. Les titres ne sont pas de simples accessoires, ce sont des instruments ancestraux d'autorité et de statut. En les retirant au Sussex, le palais a clairement indiqué sa volonté de protéger non seulement sa réputation, mais aussi la logique même du système au sein duquel il s'inscrit. Après tout, que signifie encore la royauté lorsqu'elle est instrumentalisée hors de son institution comme une marque, une source de revenus, un outil de campagne d'influence? En y réfléchissant, j'ai compris que cette question dépassait largement le cadre d'un simple conflit familial. Pourtant, j'ai aussi constaté la réaction d'Hollywood, mêlant opportunisme et retenue. Certains producteurs pressentaient dans des opportunités de nouvelles histoires et un public potentiel. D'autres, en revanche, avertissaient que la lassitude Sussex était déjà palpable à un public saturé, une crédibilité en berne. J'ai trouvé fascinant de constater à quelle vitesse les opinions peuvent évoluer lorsque le public a le sentiment que les séries dramatiques deviennent plus répétitives que profondes. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est le silence de Londres. Un silence non pas dû à la retenue, mais à une stratégie. Catherine n'a rien dit, Charles n'a rien dit. Tout passait par William, non pas parce qu'il avait la voix la plus forte, mais parce qu'il était le seul à être officiellement habilité à s'exprimer. J'ai été frappé de constater à quel point ce silence était plus éloquent que 1000 déclarations. Il signifiait que le palais n'était plus emporté par la dynamique émotionnelle que la campagne de Meghan tentait de créer. Pourtant, je n'arrêtais pas de penser à l'aspect humain. Quel impact cela a-t-il sur une personne de devoir non seulement se défendre, mais aussi protéger une institution aux traditions séculaires, tandis que le monde extérieur dissèque chaque détail? Je me demandais si Meghan, dans sa stratégie, avait réalisé à quel point la décision de William l'avait profondément blessée. Si cette campagne n'était plus une question de sympathie publique, mais d'un combat qui touchait au cœur même de la monarchie, de l'identité et de la famille. Et tandis que je suivais l'évolution de la situation, une question ne cessait de me tarauder dans un monde où les histoires ont plus de poids que les faits, qui en fin de compte déterminent ce qui est vrai, ceux qui parlent le plus fort, ou ceux qui refusent d'élever la voix. Ce qui m'a le plus fasciné durant toute cette crise, ce n'était ni le tumulte des affrontements entre les partis, ni la frénésie médiatique, ni même la déclaration d'une dureté sans précédent de William. C'était précisément le silence d'une personne qui semblait maintenir le cap Catherine. Tandis que le monde spéculait, analysait et critiquait, elle demeurait une présence presque sereine. Une présence qui paradoxalement parlait plus fort que n'importe quelle prise de position publique.
J'ai rapidement compris que son influence ne provenait pas de ses paroles, mais d'une sorte de gravité morale qui l'enveloppait. Là où d'autres parlaient, elle écoutait. Là où d'autres réagissaient, elle observait. Et cette attitude lui conférait un avantage stratégique sans précédent. Lorsque j'ai vu sa première apparition publique après la déclaration de William, j'ai immédiatement compris que ce n'était pas un hasard. Le choix du lieu, le thème de l'événement même, la discrète broche en forme d'encre sur son manteau, tout semblait soigneusement planifié. Ce n'était pas un acte de défiance, mais un message de stabilité à un moment où la monarchie était mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Elle rayonnait de force. Non pas une force agressive ou défensive, mais cette force tranquille et profonde que l'on ne rencontre que chez les personnes qui savent exactement qui elles sont même, lorsque le monde tente de les dépeindre différemment. Ce qui m'a le plus marqué, c'est son interaction avec les enfants lors de cette visite. Un simple moment, la question d'un enfant curieux de savoir comment elle allait. Sa réponse, brève, humble, presque maternelle, m'a touché plus que n'importe quelle déclaration officielle. Il faut bien être fort parfois, n'est-ce pas ? Cette phrase a non seulement rassuré l'enfant, mais elle a aussi adressé un message à tous ceux qui tentaient de la dépeindre comme vulnérable ou accablée. Dans ces mots résidait l'essence même de son rôle, ne pas se plaindre, ne pas céder, mais simplement être présente. Je me demandais combien les derniers mois avaient été difficiles pour elle, tandis que les médias s'attardaient sur le sensationnalisme entourant les accusations de Meghan. Catherine continuait de maintenir un emploi du temps objectivement exigeant pour une personne en parfaite santé. La combinaison de ses soucis personnels, des attentes du public et de ses responsabilités royales semblait presque inhumaine. Pourtant, j'ai appris de sources proches de la cour qu'elle ne s'était jamais plainte, n'avait jamais annulé un rendez-vous ni demandé à être moins présente dans la sphère publique. C'était comme si elle avait intuitivement compris que ce moment aussi indésirable, fût-il était une épreuve, non seulement pour son caractère, mais aussi pour son avenir au sein de la monarchie. J'ai remarqué que son rôle de plus en plus important n'était pas annoncé officiellement, mais qu'il se manifestait peu à peu dans le quotidien du palais. Elle a repris des fonctions autrefois assurées par la reine Elisabeth, elle-même a assisté à des réunions où elle n'était auparavant qu'une présence discrète et a assumé une responsabilité croissante dans les projets internationaux. J'ai vu son attitude changer, une certaine douceur demeurait, mais une nouvelle dimension est apparue. Une forme de professionnalisme diplomatique qui a fait d'elle un véritable pilier de l'institution. Ce qui m'a encore plus surprise, c'est sa façon de gérer les comparaisons incessantes entre elle et Meghan. Alors que ces comparaisons alimentaient nombre des critiques et des campagnes médiatiques de Meghan, Catherine a toujours refusé de s'engager dans ce débat. J'ai appris d'une source fiable qu'elle avait un jour déclaré à un collaborateur « La comparaison prive deux personnes de leur individualité ». Cette phrase m'a marqué. C'était une attitude radicalement différente de la façon dont Hollywood dépeint les relations amoureuses, souvent perçues comme une rivalité, une compétition et une lutte symbolique. Son refus de participer à ce récit constituait en soi une forme de pouvoir discret. Lorsque des rumeurs ont circulé selon lesquelles Meghan et Sarah Ferguson avaient collaboré pour nuire à la réputation de Catherine, je m'attendais à une certaine irritation, voire à de l'indignation de sa part. À ma grande surprise, j'ai appris que sa réaction avait été calme et presque compatissante. Elle aurait déclaré « Je ne peux pas apaiser sa douleur, mais je n'ai pas à la porter comme ma responsabilité ». Cette phrase m'a permis de mieux comprendre sa personnalité. Elle s'est défendue non pas en attaquant, mais en affirmant clairement ses limites. Une aptitude qui, dans les complexités politiques de la famille royale, est au moins aussi importante que la popularité. Ce qui m'est apparu peu à peu, c'est que l'influence de Catherine ne reposait pas sur le pouvoir au sens traditionnel du terme. Elle n'avait recours ni à des paroles blessantes, ni à des confrontations publiques, ni à des manœuvres politiques. Son influence découlait de sa constance. Tandis que l'image publique de Meghan était marquée par une instabilité des changements et des conflits incessants, Catherine restait imperturbable, inébranlable, imperturbable, un pilier qui offrait une stabilité non seulement à William, mais aussi à l'ensemble de la population. Les sondages ont montré que le public la considérait comme le membre le plus digne de confiance de la famille royale. Et je me suis demandé comment la confiance se construit-elle. Est-ce quelque chose qu'on peut exiger ou n'est-elle précisément de l'absence de bruit, de l'absence de drame, du refus de se laisser entraîner dans des conflits susceptibles de dénaturer leur humanité ? En réfléchissant à ces questions, il m'est apparu clairement que Catherine ne se contentait pas de remplir un rôle. Elle incarnait les valeurs qui ont guidé la monarchie pendant des siècles. Et c'est précisément pour cette raison ai-je compris qu'elle était la clé de la stabilité dont les Windsor avaient si désespérément besoin en ces temps troublés. Mais une question me taraudait sans cesse. Si le silence est sa plus grande force, que se passe-t-il lorsque le monde aspire à des réponses que le silence ne peut apporter ? Je me souviens encore précisément de ce que j'ai ressenti lorsque la décision finale et irréversible s'est déroulée sous mes yeux. Sans bruit, ni emphase, mais avec la détermination maîtrisée propre à celui qui œuvre à ce moment depuis des mois, voire des années.
Lorsque William a annoncé sa décision, j'ai compris que ce point n'était plus une question de désaccords, de conflits familiaux ou de critiques médiatiques. Il s'agissait d'une rupture institutionnelle, d'une ligne de démarcation tracée non seulement par des mots, mais par la vision de celui qui un jour dirigera le Royaume-Uni. J'ai senti l'atmosphère changer lorsque William a annoncé que la famille rompait tout lien officiel avec Meghan. Ce n'était pas une simple déclaration. C'était un coup de grâce, la conclusion d'un processus entamé depuis longtemps. Ce qui m'a le plus frappé, c'est sa formulation « aucune reconnaissance, aucune réponse, plus aucune légitimité » pour les déclarations faites sous couvert de royauté. C'était comme s'il étouffait dans l'œuf une histoire qui s'était nourrie de l'attention médiatique pendant des années. Je ne pouvais m'empêcher de m'interroger sur l'impact que cette décision aurait sur la relation entre les frères. Car à ce stade, il était devenu évident qu'Harry n'était pas un simple spectateur, mais un acteur, voire un complice, d'une dynamique qui enfonçait la famille toujours plus profondément dans la division. Lorsque j'ai entendu William décider de ne plus même tenir compte des déclarations publiques d'Harry, j'ai ressenti toute la portée symbolique de ce moment. C'était une porte qui se fermait définitivement, non pas avec colère, mais avec une sorte de résolution empreinte de tristesse. C'était un choix de protection, non de vengeance. La situation s'est toutefois complexifiée lorsque des rumeurs ont circulé concernant un projet de série documentaire dans lequel Meghan souhaitait contextualiser la maternité au sein de la monarchie en parallèle avec le parcours de vie de Catherine. J'ai eu l'impression qu'il ne s'agissait plus d'expérience personnelle, mais d'une tentative de réécrire les rôles institutionnels pour un public hollywoodien. L'idée même que l'on puisse réduire la dynamique de la monarchie à un scénario émotionnel illustre parfaitement ce que William voulait éviter, que l'institution ne soit plus perçue comme une source de stabilité, mais comme le théâtre d'histoires personnelles. Ce qui m'a le plus choqué cependant, c'est la révélation que Meghan et Sarah Ferguson auraient discuté de stratégies subtiles pour nuire à la réputation publique de Catherine pendant une période de maladie et de vulnérabilité. Cette information m'a semblé une violation des limites qu'il était impossible d'ignorer. En un instant, j'ai compris pourquoi William avait durci le ton de ses déclarations. Il ne s'agissait pas seulement de son épouse, mais aussi de protéger la dignité de la famille royale. Quand William a évoqué les enfants Archie et Lilibet, j'ai senti quelque chose changer. Non pas parce qu'il a proféré des menaces, il a clairement indiqué qu'il n'était pas question de poursuite judiciaire, mais parce qu'il a assumé ses responsabilités comme jamais auparavant. Pour la première fois, il a parlé de son propre traumatisme d'enfance, de la façon dont il avait personnellement subi les conséquences des tempêtes médiatiques. Il a déclaré qu'il ne resterait pas les bras croisés à regarder une autre génération d'enfants se retrouver mêlés à des histoires qu'il n'avait pas choisies. Ces mots ont résonné en moi car ils ne découlaient pas d'une obligation institutionnelle, mais de blessures personnelles. Le moment le plus intense pour moi fut lorsqu'il déclara « Cette institution n'accordera plus de privilèges à ceux qui cherchent délibérément à lui nuire ». À cet instant, j'ai senti la monarchie se redéfinir non plus comme une famille qui absorbait tout pour paraître unie, mais comme une institution qui osait poser ses limites. Et ces limites étaient désormais inébranlables. Lorsque la décision de geler les titres de Meghan et de revoir les derniers engagements militaires de Harry a été prise, elle a semblé aller au-delà de la simple discipline. Elle ressemblait davantage à une tentative de clarifier un système obscurci par des années de chaos. Un membre du personnel du palais m'a confié que c'était la décision la plus difficile que William ait jamais eu à prendre, mais aussi la plus nécessaire. Et j'ai compris pourquoi, sans cette ligne de démarcation, la monarchie serait restée suspendue dans une zone d'ambiguïté où les liens familiaux et les responsabilités institutionnelles s'entrechoqueraient constamment. J'ai songé au poids émotionnel que ce choix avait dû représenter. Car derrière chaque annonce officielle se cache une personne qui perd un frère, s'aliène une belle-sœur et porte le fardeau d'une nation. Je me suis demandé combien de nuits blanches William avait passé, combien de disputes il avait eues avec Catherine, combien de conseils il avait dû ignorer pour finalement arriver à cette limite définitive. Ce processus m'a finalement laissé avec une question à laquelle il m'est difficile de répondre. Dans quelle mesure un futur roi peut-il se détacher des relations personnelles sans perdre quelque chose d'essentiel ? Car si la monarchie paraît plus forte grâce à cette décision, le coût humain demeure immense. Cette division n'est pas qu'un simple événement politique, mais un tournant dans l'histoire affective des Windsor. Et je sais que lorsque William montera sur le trône, ce chapitre ne sera pas perçu comme une querelle familiale, mais comme le début d'une nouvelle stratégie monarchique, celle où les frontières ne seront plus une faiblesse, mais un fondement nécessaire.